Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier update du mois de septembre, d'autant plus que j'étais pas du tout prête à ce qu'il arrive à ce moment-là. Honnêtement, dans ma tête, en fait, j'avais oublié un livre. Du coup, j'étais persuadée d'avoir que deux livres là lus pour le mois de septembre, et du coup, je m'étais pas du tout dit, oh bah va y avoir un update aujourd'hui. Du coup, je suis d'autant plus contente de vous filmer cet update parce que bah voilà, je suis déjà à 3 livres lus, c'est déjà très bien. Sachant qu'on arrive à la moitié du mois, c'est carrément bien, hein, après tout. Bref, on va commencer tout de suite avec le premier livre qui est du coup celui que j'avais oublié, à savoir Flora Banks d'Emily Barr, publié chez Casterman. Ce roman ne m'a pas plu, honnêtement, je vais le dire directement d'entrée de jeu, c'est pas un roman qui m'a subjuguée, je me suis ennuyée dans ma lecture, puisque dans ce roman on découvre le personnage de Flora, une jeune fille qui souffre plutôt d'amnésie antérograde, en fait depuis un événement survenu quand elle était gamine. Elle perd la mémoire en fait, elle est incapable de se créer des souvenirs et à peu près tous les... ça dépend, il y a vraiment des... ça peut très bien être 20 comme 2 heures, elle va en fait perdre totalement la mémoire, tout souvenir, elle est pas capable de s'en créer à part les souvenirs qu'elle a de quand elle était petite, donc avant son événement provoquant l'amnésie quoi, elle est pas capable de se créer des souvenirs jusqu'à ce que un soir il se passe quelque chose dans sa vie et qu'elle s'en rappelle. Voilà, c'est le premier souvenir qu'elle a depuis qu'elle est amnésique, et à partir de ce souvenir, elle va tout simplement développer des désirs d'indépendance, et elle va profiter du fait que ses parents soient partis à Paris auprès de son frère malade pour mettre à jour un peu ce désir en fait de découvrir son indépendance et de découvrir qui elle est vraiment. Voilà, tout simplement un peu la base de l'histoire. Donc après, je trouve ça pas mal. En plus de ça, le roman, honnêtement, enfin voilà, la couverture, elle est... Bon, elle parle pas plus que ça, mais on voit un petit côté un peu particulier. On voit que c'est une nana qui se rappelle de rien. On a un résumé, honnêtement, je vous invite à aller voir le résumé d'éditeur. C'est vraiment... ça nous laisse dans le flou, on sait pas ce qui nous attend. Et honnêtement, j'aurais préféré ne pas savoir ce qui m'attendait de bout en bout parce que je me suis ennuyée, quoi. Enfin, clairement, j'aurais mieux fait de ne pas lire ce roman parce que pour moi, ça a été presque une épreuve de force des fois de le reprendre et de continuer. En effet, le fait qu'elle perde sa mémoire, elle est sans arrêt obligée de se rappeler non du coup puisqu'elle n'a pas les souvenirs, mais de se reconstruire en lisant ce qu'elle a dans son... Elle a toujours un carnet avec elle dans lequel est noté tout ce qui lui est arrivé, pourquoi ceci, pourquoi cela, lui expliquant sa vie. Du coup, elle est constamment obligée de relire ce carnet et de redécouvrir sa petite vie, blablabla. Mais du coup c'est vachement répétitif parce que ça se passe tout le temps au cœur du récit. Et je ne sais pas combien de fois, je m'appelle Flora, j'ai tel âge, je ceci, je cela, c'est chiant au possible. Honnêtement je me suis vraiment ennuyée dans ce roman. Les trois quarts du temps en fait je saisissais pas où l'auteur voulait nous mener, je saisissais pas l'intérêt de certaines scènes et de certains trucs. Pendant toute la première partie on est vraiment dans la dimension du je me rappelle pas, l'auteur essaye de nous garder un peu avec elle en lançant des petits trucs pour nous laisser entendre qu'il y a un secret derrière ce qui est arrivé à Flora. Du coup on attend, on se dit on va découvrir des trucs et en fait à chaque fois qu'on est sur le point de découvrir un truc, bah non l'autre elle se rappelle plus de rien, donc forcément on va pas le savoir. Et voilà quoi, c'est long, c'est très long et c'est très emmerdant honnêtement, enfin moi je me suis vraiment ennuyée et voilà, il y avait à la fin, je sautais des pages pour arriver plus vite au bout. Et c'est suffisamment rare pour que je le souligne quand même de sauter des pages parce que je m'ennuie. Des fois, je saute des pages parce que c'est des scènes de sexe et que je les trouve pas bien écrites, donc j'ai pas envie de les lire dans le new romance. Mais j'ai quand même envie de savoir la fin, donc voilà. Il y a des fois... Bon, c'est assez rare ouais, que je saute des pages parce que je me fais chier et que j'ai envie d'arriver au bout d'un livre. Mais là, c'était le cas avec celui-ci. Après à côté de ça, c'est vrai que oui, ça va avec le thème du roman, forcément elle perd la boule, donc on est obligé de se rappeler à chaque fois les choses, donc ça c'était bien foutu si on va aller par là. Mais ça avait beau être bien foutu, c'était long, et il y avait des fois où je voyais pas l'auteur où voulait nous mener. Après toute la deuxième partie est plus intéressante, il se passe des choses, mais en même temps on est complètement paumé également les trois quarts du temps. On a beau, il y a beau avoir des choses qui s'enchaînent, il y a beau avoir des événements intéressants et tout, et malgré ça, on a quand même... Enfin voilà, il y a cette espèce de... On a vraiment la sensation que plus ça va, pire c'est dans le crâne de Flora, et on est moitié perdu avec elle aussi, et... Enfin voilà, personnellement j'ai pas vu de grand intérêt à ce roman, je peux pas vous le recommander, même si je sais qu'il y en a qui l'ont adoré. Moi personnellement je me suis ennuyée et j'ai pas vu d'intérêt au récit en lui-même. Enfin, personnellement c'était très répétitif, trop répétitif d'ailleurs, et ouais, j'ai pas saisi vraiment ce que l'auteur voulait nous faire passer comme message, et même au final les révélations de la fin
qu'on attend pendant tous les récits, ben moi elles m'ont même pas satisfaite. Alors à la rigueur oui bah c'était bien mais voilà quoi, enfin voilà les révélations sont intéressantes mais bah ça a pas suffi à sauver le roman, carrément pas. Et même au contraire en fait j'ai trouvé que bah on avait beaucoup attendu, l'auteur place vraiment des attentes dans ses révélations qui au final n'ont pas forcément relevé le niveau. Ajoutons à ça des personnages que j'ai pas apprécié plus que ça, entre une nana qui perd à moitié la boule et qu'on n'arrive pas trop à cerner, des parents qui sont un peu zinzin sur les bords, enfin j'ai vraiment eu du mal avec ses parents, des gens qui sont là sans être là, qu'on n'arrive pas trop à cerner, qu'on n'arrive pas à savoir. C'est un peu compliqué parce que comme des fois on a vraiment la sensation qu'elle perd la tête, pardon, on a vraiment du mal à cerner les personnages autour d'elle, à savoir si c'est vraiment eux ou si c'est une image qu'elle se fait d'eux ou ceci ou cela. Enfin voilà, c'est un roman que j'ai pas apprécié et que je peux pas vous conseiller en sachant que je l'ai pas apprécié. Après à côté de ça, hein, vous pouvez toujours le lire et vous faire votre propre avis. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous de ce roman et de pourquoi je l'ai trouvé vraiment, vraiment très long et pas du tout intéressant à mon sens. Enfin voilà, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'intérêt dans ce récit. Je déteste dire ça parce que je reconnais vraiment beaucoup le travail des auteurs. Voilà, mais bah voilà, pour moi il n'y avait pas d'intérêt dans le récit, donc bah tant pis. Et on va parler d'un roman maintenant qui lui m'a beaucoup plus plu, à savoir La Baie des Baleines de Jojo Moyes, publié chez le Livre de Poche. Bon déjà à partir du moment où vous voyez Jojo Moyes, vous voyez moi, vous vous dites oh bah forcément ça a dû coller à 100 000%. Et bah détrompez-vous, au début j'ai eu un peu de mal avec ce récit que j'ai trouvé un petit peu compliqué par la pluralité de ses narrateurs et également parce que ça nous... On a vraiment tout un univers à prendre en compte avant de vraiment démarrer l'histoire. C'est un peu un démarrage un peu long, on va dire. Mais ça m'a pas empêché de surkiffer ma lecture. Ouais, franchement, au final, j'ai adoré ma lecture. Dans la baie des baleines, on va pénétrer à Silver Bay, une petite ville de... Oui, d'Australie, oui tout à fait, d'Australie où vit Catherine, une vieille femme avec sa nièce non, Lisa, je suis en train de confondre les noms, il y en a tellement, et la fille de Lisa, Anna, une petite fille de 11 ans il me semble, 10-11 ans. Voilà, elles vivent donc dans un hôtel que Catherine continue de tenir. Lisa elle fait des sorties dans la baie puisque la baie de Silver Bay, c'est un peu répétitif, connaît tous les ans une migration de baleines qui passe par là. En fait, elle passe au niveau de la baie, du coup c'est un peu la trappe touriste, c'est le truc à touristes du coin, et c'est un peu ce qui fait vivre l'hôtel, ce qui fait vivre les baleiniers, puisque bon, la chasse à la baleine est interdite, mais en gros les baleiniers, c'est ceux qui partent à la chasse à la baleine, entre guillemets quoi, la chasse à la baleine, genre on va aller voir les baleines quoi. Voilà, voilà. Et dans ce petit monde va débarquer Nick, non Mike, pourquoi je l'appelle Nick? Tout à l'heure j'en parlais, je l'appelais Nick aussi. J'ai un problème, hein. J'ai dû voir un truc où il y avait un Nick et ça m'est resté en tête. Mike donc, qu'un rapport avec Nick en plus, enfin... Ouais, donc ça s'écrit presque pareil on va dire. Donc Mike, un londonien pure souche, homme d'affaires, va débarquer à Silver Bay parce qu'il est supposé trouver un endroit où créer un complexe hôtelier hyper sophistiqué, tout ça, genre l'hôtel 12 étoiles, voilà, avec toutes les activités qui vont avec. Donc il va débarquer à Silver Bay, il va aller dans l'hôtel de Catherine. Par contre ce qu'il s'attendait pas lui en allant là-bas, lui s'attendait juste à pouvoir monter ses petites affaires, c'est à s'attacher aux gens qu'il y avait là-bas et à s'attacher à la baie en elle-même. Voilà un petit peu l'histoire de Silver Bay, de la baie des baleines. Mais oui, bref, je m'embrouille à fond dans ce bouquin, c'est horrible. Et si je m'embrouille autant, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses à assimiler dès le début. En effet, d'un chapitre à l'autre, on va voguer d'un narrateur à l'autre. Il y a des fois des narrateurs qu'on va voir apparaître que 2 fois, puisque il y a par exemple le personnage de Greg qui est un des baleiniers. Je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 chapitres où c'est lui qui parle. Monica, la sœur de Mike, on la voit parler que 2 fois également. Anna, on la voit, si elle apparaît un peu plus déjà, Anna, mais... Enfin voilà, on a vraiment des narrateurs qui apparaissent juste un tout petit peu comme ça, et à côté on en a d'autres qui sont là beaucoup plus souvent. Donc on a tous ces narrateurs, tous ces personnages, parce qu'il y a quand même une grande... pas mal de personnages et tout à assimiler, à savoir où est le rôle de chacun, et à savoir lesquels on va aimer ou pas, et au final moi je les ai tous aimés, mais voilà, c'est au début, ouais, ça fait un peu particulier, il faut saisir les liens entre chacun, et ajoutons à ça un contexte qu'il faut comprendre également. On a le contexte de Silver Bay qui est une petite ville qui survit plus qu'elle ne vit, parce que c'est vrai que il y a quelques habitants, mais voilà, que en dehors des mois où les baleines passent, voilà, il n'y a pas non plus énormément de touristes, donc c'est un peu une ville un peu figée dans le temps. Et à côté de ça, il faut aussi comprendre le contexte des affaires de Mike, puisque Mike est un homme d'affaires, et il y a pas mal de passages où il est vraiment question de son boulot en tant que tel, et mine de rien, moi j'y connais rien à la finance, pardon.
Et du coup, il y a eu des moments où c'était un petit peu compliqué, certains chapitres où on reprenait son travail comme ça, de vraiment capter déjà l'intérêt que ça avait vraiment dans le roman, même si c'est hyper important, puisque c'est vrai que toutes ces affaires-là, c'est aussi ce qui va l'amener à Silver Bay, etc. Et c'est ce qui fait un peu l'homme qu'il est au début du roman, et l'homme qui va devenir petit à petit. Mais voilà, c'était un peu compliqué de tout assimiler comme ça faisait beaucoup de trucs d'un coup. Mais à partir du moment où j'étais dedans, j'étais dedans. Mais il y a un petit temps d'adaptation, je trouve, et il y a vraiment un moment où on rentre dans le récit en fait. Jusqu'à ce que Mike arrive, déjà, il y a un petit temps qui se passe. Et même à partir du moment où Mike est dans ce récit, il y a, voilà, enfin, entre dans le truc, il va falloir tout le temps où il s'adapte à la vie à Silver Bay, et puis où il s'attache aux gens, et où il va prendre une place plus ou moins importante dans l'histoire de Silver Bay et dans l'hôtel de Catherine. Les personnages en eux-mêmes, je les ai beaucoup aimés. Voilà. Au début, j'avais un peu de mal à discerner qui c'est qu'il faut que j'aime, qui c'est qu'il faut que j'aime pas, en fait, dedans. On s'attache tellement à certains personnages qu'il y a des fois, on est presque déçu de voir comment ils agissent quand on est du point de vue d'un autre. Je vois par exemple le personnage de Greg, quand on se retrouve, c'est au tout début, je crois, peut-être 4e chapitre, on suit le personnage de Greg, et je l'ai bien aimé dans la description qu'on a de lui, et après, par rapport à d'autres quand on est dans la narration d'un autre personnage, il y a des fois où je me suis dit mais c'est une vraie tête à baffe des fois en fait celui-là, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, cette manière qu'elle avait l'auteur avait de multiplier les points de vue pour nous donner à voir les personnages sous différents angles. J'ai trouvé ça vraiment bien foutu. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lisa, et pourtant c'est un personnage hyper énigmatique. C'est une femme qui a fui son Londres natal pour gagner l'Australie où sa tante vivait, pour se protéger, pour se cacher en fait, pour fuir son passé. Et du coup elle en sort vraiment brisée de cette fuite. On voit que c'est une femme qui cache énormément de choses, qui est en permanence un peu triste. J'ai vraiment aimé ce personnage. Et Mike, je crois que c'est vraiment mon personnage préféré. Pour moi c'est le protagoniste du roman quand même. Et j'ai vraiment apprécié ce personnage. En règle générale, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il nous fait voyager déjà. Il nous fait voyager parce que l'Australie, moi je connais pas. Ce coin d'Australie, ça fait vraiment Australie sauvage, Australie... Australie tellement calme, tellement mignonne. Enfin, c'est super sympa en fait. Enfin, honnêtement, voilà, c'est... Silver Bay, ça a vraiment l'air d'être un endroit hors du temps, et j'ai adoré avoir la sensation de voyager là-bas. Je me suis très bien retrouvée dans ce contexte-là. Et surtout, j'ai adoré découvrir les personnages. Je trouve qu'à la fin du récit, on a presque l'impression de quitter nos amis. Parce que ces baleiniers, petit à petit, on a vraiment la sensation d'être dans leur bande avec eux. Et voilà, et ça m'a fait vraiment bizarre en fait de quitter cette petite bande. J'ai vraiment adoré le moment que j'ai passé avec eux. Et voilà, tout simplement. En plus de ça, l'histoire, elle est vraiment prenante. Ça aborde des thèmes vraiment intéressants, notamment la survie des petites structures quand de grosses viennent s'installer, parce que la question du coup du complexe hôtelier qui va s'installer face à l'hôtel de Catherine, enfin face, hein, c'est une façon de parler, hein, il n'est pas construit juste en face. Mais voilà, dans la même baie, est-ce que... Enfin voilà, c'est un peu la survie des gros... Enfin des petits dépendent des gros et de l'importation des gros, parce qu'à côté... Enfin, il y a vraiment la question hyper importante, parce que le complexe hôtelier va amener des emplois. Va amener des touristes. Du coup c'est bien pour toutes les boutiques, etc. Mais en face on a le petit hôtel qui lui peut pas forcément survivre face à un gros hôtel comme ça. Un gros hôtel, tu me fais un beau gros hôtel toi. Donc voilà, et ouais, c'est des questions hyper intéressantes, et surtout d'actualité en fait, tout simplement. C'est quand même des questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle, de savoir si oui ou non... Enfin, de savoir comment on fait dans ces cas-là, enfin voilà, c'est la question, la sempiternelle question, est-ce qu'on peut survivre alors que notre petite boutique, voilà, elle sert à rien quand t'as des grandes surfaces qui vendent les mêmes produits pour 2 fois moins cher, quoi. Voilà, c'est un peu la grande question, et c'est la question vraiment très récurrente à notre époque, je pense, où tout s'agrandit, où les petits villages deviennent des villes en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Voilà. Du coup, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, avec des drames personnels et des drames un peu moins personnels. Voilà, des questions existentielles et des personnages hyper touchants. Et surtout, le voyage qu'il nous fait faire, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, donc je vous conseille encore une fois. Mais bon, c'est Jojo Moyes, je m'attendais à adorer. Voilà. Par contre, c'est sans doute le roman où j'ai eu le plus de mal à rentrer dedans d'elle, parce que les autres, généralement, en 2 coups de cuillère à peau, c'est torché et je suis dedans, et voilà. Là, j'ai eu un peu plus de mal. Je pense en plus que avoir lu Flora Banks juste avant, ça m'a un peu... Enfin, ça m'a... Ouais.
J'y suis allée un peu à reculons des fois dans le récit parce que bah, j'avais pas forcément envie de lire et je le sens encore là, je sens que je suis pas en panne de lecture mais il y a des moments où j'ai vraiment du mal à me lancer dans la lecture et voilà, j'ai du mal à démarrer les romans en ce moment. Une fois que je suis dedans c'est bon parce qu'une fois que je suis dedans, mais j'ai du mal à les démarrer et ça continue de se ressentir. Un roman par contre que j'ai pas eu beaucoup de mal à lire, c'est Phobos Origine de Victor Dixon, publié chez France Loisirs. En effet, Phobos, si vous me suivez un petit peu, je crois que je l'ai suffisamment dit, c'est une de mes sagas chouchoutes. Voilà, je suis tombée littéralement en amour devant cette saga. Et ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'offrir et de lire le préquel, donc les origines. Ce tome-ci quoi. Voilà, sachant que j'ai terminé le tome 3 il y a un moment maintenant et que le tome 4 devrait sortir, sortira fin novembre. Voilà, on n'a toujours pas la couverture d'annoncer, d'ailleurs j'attends que ça, j'ai trop envie de savoir à quoi il va ressembler ce bouquin. Mais voilà, dans l'optique de me plonger dans le tome 4, il fallait bien que je lise le tome préquel. Dans ce tome préquel, on va suivre les 6 prétendants du programme Genesis, donc les 6 hommes, jeunes hommes, ils sont plutôt à la sortie de l'adolescence quoi, qui vont se retrouver à peupler Mars. Donc on les suit à peu près du premier rendez-vous avec Genesis jusqu'au moment de leur embarquement à peu près. On a donc à chaque fois un petit truc comme ça, première partie Mozart et ainsi de suite avec chacun des prétendants à chaque fois. C'est un roman qui se lit relativement vite, c'est un roman voilà, qui nous réserve pas de grosses surprises parce que c'est vrai que les gros trucs on les connaît déjà puisque voilà c'est un préquel. C'est plus une façon d'approfondir un peu notre rencontre avec les prétendants qu'on connaît assez peu au final. Il y en a certains qu'on va connaître assez bien mais il y en a d'autres on ne sait pas du tout les personnes qu'ils sont en dehors de ce qu'on voit en fait dans les tomes suivants de Phobos quoi. Il y en a certains qu'on découvre pas du tout. Alors après évidemment il y a Mozart et Marcus qu'on découvre un peu plus puisqu'ils ont un rôle assez important, mais par exemple je pense à Tao qu'on connaît assez peu, on sait 2-3 petits trucs parce que voilà petit à petit on a fini par comprendre certains petits détails, mais voilà il y a vraiment pas mal de choses qu'on découvre dans ce tome et on apprend vraiment à les découvrir un peu plus et j'ai trouvé ça hyper sympa. Et oui je vais pas vous résumer Phobos parce que j'ai du mal à le résumer déjà tout simplement, donc je vous invite à aller faire un tour sur internet pour aller tout simplement taper un résumé de Phobos et voilà moi je continue ce que j'ai à dire sur ce tome-ci. Donc j'ai apprécié le fait de découvrir un peu plus des candidats que je connaissais pas. Les candidats c'est autre chose, comme on suit Léonore qui est quand même l'héroïne dans les tomes, les trois autres tomes. Forcément, on connaît un peu plus les héroïnes puisqu'elle a grandi, elle a passé un an avec elle dans la vallée de la mort, elle a s'entraîné, etc. Donc on les connaît, on connaît un peu leur histoire. Mais c'est vrai que les prétendants, on les connaît pas tous aussi bien et c'était hyper intéressant d'approfondir un peu tout ça, d'apprendre à les connaître et surtout c'était super sympa de les voir avant le programme d'Unisys, avant qu'ils deviennent les premiers colons de Mars. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir ces mecs qui se posaient des questions et qui se disaient est-ce que c'est vraiment une bonne idée que j'y aille, est-ce que je vais être pris, qui voyaient le programme comme une porte de sortie ou à l'inverse qui vont un peu à reculons puis qui au final se disent ouais en fait si il faut que j'y aille parce que voilà. Je trouvais ça super sympa. On retrouve toujours le style de Victor Dixon dans Phobos, ce côté un peu télévisé, puisque c'est vraiment construit comme Genesis est une chaîne télé. Enfin, le programme Genesis propose une émission de télé, quoi. C'est censé être une émission de télé. C'est vraiment pensé comme une émission de télé. On a, comme dans le roman, les romans basiques, on a les petits encadrés comme ça, on va dire, de entre guillemets chapitrage, avec par exemple on, et là la scène qui va suivre, on la suit comme si on la suivait à la télé, quoi. Et après on a off, et là on suit le candidat à côté de ça. Donc c'est assez peu centré sur les émotions, les pensées des personnages, c'est plus centré sur les actions. En soi, il y a même des fois où la façon dont c'est tourné les phrases, on voit que ça fait vraiment comme si c'était filmé. Par exemple, on a la petite question de est-ce que c'est dû à ça si, par exemple, je ne sais pas moi, c'est à un moment donné Alexei qui voit un de ses potes qui a le nez cassé et comme quand on arrive il est en train de faire du snowboard, au moment où on décrit le personnage, il y a quand même, au moment où on dit que son nez a été cassé plusieurs fois, il y a une petite question en dessous, snowboard, 3 petits points avec un point d'interrogation, genre est-ce que c'est à cause de ça? Le personnage, le narrateur n'essaye pas ne sait pas tout, c'est pas un narrateur omniscient et c'est hyper intéressant aussi ça parce que du coup ça laisse vraiment un champ de possibilités infini sur chacun des personnages et on pénètre jamais vraiment au cœur de la pensée des personnages, on voit des expressions, on voit des choses et de là
nous lecteurs, on se figure ce qu'ils pourraient penser et ressentir. Du coup, je peux pas dire qu'avec ce tome, je me suis plus attachée, enfin que je me suis attachée au personnage. Honnêtement, si vous commencez par Phobos Origine, vous vous attacherez pas au personnage. Moi, ce qui fait que je m'y suis attachée, c'est juste d'apprendre plus de choses sur des personnages que je connais déjà et que j'apprécie ou je n'aime pas à la base. Du coup, c'est ça qui fait que ce roman m'a plu. Voilà. À côté de ça, je pense pas que ce soit un roman indispensable à lire au niveau de la saga, même s'il ouvre quand même des questionnements hyper intéressants. Je pense notamment au tout dernier, aux tout dernières pages où il est question de Marcus. Puisque la dernière partie c'est Marcus et on a une petite révélation finale. Alors je me rappelle pas si on le savait dans la saga principale, mais il me semble pas, ça me dit rien. Et du coup cette révélation me fait me poser des questions sur est-ce que ça va pas être abordé dans le tome 4. Voilà, donc je demande à voir. En tout cas c'est un roman super sympa qui nous permet de découvrir un peu plus des personnages qu'on a adorés ou pas d'ailleurs dans les autres tomes. Et voilà, je suis hyper contente de l'avoir enfin lu parce que voilà, c'est fait. Et puis comme ça, je suis prête pour le tome 4, tout simplement. Voilà. Donc ça va être tout pour cette vidéo parce qu'encore une fois, j'ai énormément parlé. Hein, voilà. Globalement, c'était de plutôt bonnes lectures si on enlève évidemment Flora Banks que je n'ai pas aimé. Mais voilà, que ce soit Phobos ou la BD Baleine, c'est des romans que je vous recommande vraiment. Phobos, je vous le recommande d'ailleurs vivement en termes de saga, c'est vraiment une saga que j'adore. Et Jojo Moyes, ça je vous la conseille pour n'importe quel roman qu'elle a pu écrire parce que jusque là, tous ceux que j'ai lus, c'était quand même pas loin du coup de cœur. Bon là, je vais pas dire que la BD Baleine c'est un coup de cœur, je suis encore dans le contre-coup de la lecture, je verrai bien, mais non, c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée, mais j'irai pas jusqu'à me dire que c'était un coup de cœur. Ceci dit, voilà, je vous conseille ces deux auteurs vraiment beaucoup. Après, Flora Banks, encore une fois, je vais pas vous conseiller un livre que j'ai pas aimé, ce serait un peu hypocrite de ma part, donc voilà. À la rigueur, lisez-le, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous l'avez lu, que vous avez aimé, ou si vous comptez le lire pour... venez débattre avec moi de ce que vous en pensez. Ou venez vous ranger à mon avis aussi, d'ailleurs, vous avez le droit. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Je viens de le dire, mais je le redis une deuxième fois. Voilà, et puis bien à bientôt. Salut!